Donc, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'avoir bravé la tempête et le vent, mais c'est peut-être le vent qui vous a amené en nombre ce soir. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Claude Grimeur, enseignante, chercheuse, et qui est, je pense, maintenant très connue dans les Ardennes et à Charleville, puisqu'elle nous a fait le plaisir, l'honneur de venir à plusieurs reprises, invitée par le musée et la ville pour diverses conférences. Et aujourd'hui, effectivement, il est pour nous très plaisant de l'accueillir sur cette, par rapport à cette conférence, donc l'enseignement de l'histoire en question. Donc cette conférence de la Université populaire est co-organisée avec la FCPE, Fédération des parents d'élèves, qui participe régulièrement et co-organise des conférences avec l'Université populaire. Avant de donner la parole à Michel Cuchet, qui est également membre de l'association et de la FCPE, qui va dire quelques mots sur son expérience comme militant et enseignant. Je voulais vous partager un court texte avec vous de Laurence Decoq, qui est membre du conseil scientifique de la FCPE et qui a écrit en décembre 2013 un texte qui s'intitule L'enseignement de l'histoire, programme et enjeux. Voilà, c'est juste un petit partage avant la conférence de Madame Claude Grimeur. Le premier constat, donc le texte de Laurence Decoq, le premier constat concernant l'histoire scolaire est sa vivacité au sens politique du terme, c'est-à-dire sa propension à susciter régulièrement des débats publics, voire des controverses. Il n'est pas rare, en effet, que la question de l'enseignement de l'histoire se transforme, par voie médiatique, en affaire, prouvant à la fois l'intérêt du public et surtout la fonction sociale que cette matière occupe. Ces controverses sont porteuses de conflictualités politiques. Elles soulèvent des questions qui traversent les tensions du moment, aujourd'hui largement focalisées sur la question de l'intégration, des valeurs de la République et des prétendus malaises identitaires dont souffre la société. Par ailleurs, elle s'accompagne de nombreuses lamentations partisanes ou institutionnelles sur la soi-disant ignorance des élèves. L'histoire est sans doute la discipline lauréate en matière des micro-trottoirs médiatisés sur le niveau qui baisse. L'enseignement de l'histoire est donc saturé de finalités. Dans sa face sombre, il est vu comme le vecteur de propagande et d'endoctrinement des élèves, otages d'idéologies dominantes. Dans sa version plus positive, on lui assigne souvent le pouvoir quasi magique de régler les maux de la société. Voilà quelques mots de ce texte donc de Laurence Decoq. Un petit mot de Michel et ensuite Madame Gris. Bon, j'ai été pris un peu au débeauté par Philippe quand je réparais ma mobilette, quand il m'a dit bon, parce qu'il savait que j'avais été prof d'histoire, mais ça date un peu. Mais je pourrais quand même vous parler de mes souvenirs d'élèves, par contre, dans les années 50, parce que ça a un rapport avec ça. Donc, je sais pas, on y reviendra tout à l'heure. Ce que je voulais montrer, moi, c'est que c'est un débat récurrent. Seulement, il prend des formes différentes parce que l'idéologie change avec le temps. J'ai amené un bouquin qui a été édité dans les années 30 pour les connaisseurs par l'école émancipée, qui était à l'époque la fédération de l'enseignement, un syndicat très à gauche des enseignants, et qui montre que eux, ils avaient fait un contre-manuel parce qu'ils trouvaient insupportables les livres qui étaient décidés par le ministère à l'époque pour l'enseignement de l'histoire. Et évidemment, c'est dans les idées syndicalistes révolutionnaires des années 20, 30. Bon.
Donc, mais ça montre que ce débat ressurgit à différentes époques, de même qu'il y a eu un débat qui n'a pas été médiatisé au moment où, je ne sais plus si c'est Jospin, je peux dire des conneries, comme on dit, au niveau des dates, mais qui avait modifié l'enseignement au collège de la Révolution russe, si bien que ça devenait totalement incompréhensible. Donc voilà mon introduction, donc on pourra revenir là-dessus dans le débat. Merci. Bien, je voudrais d'abord vous remercier les organisateurs de m'avoir invité. Ça fait très longtemps que j'entends parler de l'université populaire. Je n'étais jamais venue, hein, puisque je viens uniquement pratiquement pour travailler aux archives ou puisque je travaille sur Charles de Gonzague. Et je suis vraiment contente d'être là, parce que d'abord, certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler de Charles de Gonzague et des habitants de Charleville au XVIIe siècle, et que là, on change complètement de débat, et ça m'a beaucoup intéressé aussi de vous proposer quelque chose de plus contemporain. Alors, c'est un peu un mélange de cours, en fait, que je faisais naguère, puisque j'ai pris ma retraite de l'université il y a quelques mois. Et nous avons à Clermont-Ferrand un cours qui s'appelle épistémologie et qui est en licence 3 et où nous faisons réfléchir nos étudiants qui vont être pour 80% d'entre eux professeurs d'histoire sur l'évolution de la science historique et l'évolution aussi de l'enseignement, puisque je formais aussi des professeurs des écoles. Donc ce qui m'a intéressé justement, c'est aussi de vous faire participer à ce genre de choses, parce qu'on essaie de les faire réfléchir et je crois que ça peut être assez intéressant. On va voir si ça marche, c'est pas évident. C'est très bien fait, mais quand ça marche pas, ça marche. Donc comme vous le voyez, ça va partir fort. Ça va partir par des citations d'aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé Hamon, donc je ne l'ai pas mis. J'ai trouvé quand même quelques petites choses. Donc François Fillon, le 28 août 2016, nous dit « Le récit national est une histoire faite d'hommes et de femmes, de symboles, de lieux, de monuments, d'événements qui trouvent un sens et une signification dans l'édification progressive de notre nation. Il faut rétablir la continuité de ce récit en partant de la France et en axant ce récit sur celle-ci et non en le diluant dans l'étude de faits généraux mondialisés. » Le rôle Emmanuel Macron sur TF1 le 11 décembre 2016, le rôle de tous les enseignants, j'ai oublié un S mais vous m'excuserez, c'est de faire aimer notre pays. Il faut enseigner toute l'histoire française mais pas une histoire passionnelle. Jean-Luc Mélenchon sur RTL le 25 septembre 2016 nous dit « Je ne dirai pas nos ancêtres les Gaulois », ça répondait à Sarkozy, hein. Je vous dirais que le moment fondateur, c'est le moment où l'on devient citoyen, c'est la révolution de 1789. Enfin, Marine Le Pen, le 26 février 2013, c'est vrai qu'elle a pu changer d'avis entre-temps, je ne souhaite pas qu'on enseigne la Seconde Guerre mondiale en primaire, je propose une refonte des cours d'histoire à l'école, centrée sur les aspects les plus glorieux. Donc c'est intéressant parce que, au fond, chacun à sa manière, je vais me lever parce que c'est plus facile parce que je suis petite, chacun à sa manière soulève vraiment un des problèmes dont nous allons parler ce soir. Le premier thème, hein, François Fillon nous parle au fond du roman national et de la place de l'histoire de France par rapport à l'histoire du monde, et ça nous en parlerons longuement. Emmanuel Macron nous parle de l'histoire de la France sans passion, et je crois que ça pose vraiment le problème de la mémoire et de l'histoire, et on en parlera aussi. Jean-Luc Mélenchon nous interpelle sur la rupture Ancien Régime, Révolution. Est-ce que la France, c'est uniquement à partir de la Révolution française? Et au fond, c'est le thème des valeurs, hein, et ou est-ce qu'il faut commencer avant? Enfin, Marine Le Pen pose le problème de l'histoire pose deux problèmes en fait. L'histoire du temps présent. Est-ce qu'on peut enseigner des choses très contemporaines? Là, elle va un peu loin sur l'histoire de la guerre, mais elle pose aussi un autre problème. Doit-on étudier dans l'histoire tout, c'est-à-dire y compris ce qui divise les Français? Je vous ferai remarquer quand même qu'elle n'a pas été la seule à poser ce problème-là, parce que Giscard d'Estaing avait posé le même problème et avait supprimé des programmes, les guerres de religion, hein, pour la même idéologie.
Donc, à partir de ce moment où je vous ai présenté ce thème-là, et que vous voyez que c'est un sujet brûlant, hein, un sujet vraiment de controverse, moi je vais essayer de le replacer, hein, évidemment, dans le long terme, pour vous montrer d'abord que c'est un sujet de tous les temps, et puis qu'il y a toutes les discussions autour des programmes, mais moi je voudrais aussi vous ouvrir sur les discussions que personne ne fait, ou pratiquement, sur la pédagogie. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas que les programmes, il y a la pédagogie. Voilà, donc on va commencer, si vous voulez, par le roman national. Une discipline, j'ai intitulé cette première partie, parce que c'est très scolaire, hein, une discipline qui prend toute son importance à l'école laïque de la Troisième République. C'est en effet à la fin des années 1870 que les républicains désirent développer une recherche et un enseignement historique de haut niveau. En fait, ils veulent imprimer une nouvelle façon de faire l'histoire, d'enseigner l'histoire, parce que jusqu'à présent, pendant tout le 19e siècle, l'histoire a été véritablement faite essentiellement par des érudits, par des amateurs, qui étaient plutôt des monarchistes et des cléricaux. Les gens qui avaient des châteaux, ici, elle n'a pas... Enfin, à ma connaissance, hein, j'ai pas vu énormément de choses dans les vieilles revues, mais il doit y en avoir. Mais en Auvergne, l'histoire s'est construite vraiment dans les années 1850 autour de ces gens qui avaient des châteaux, des archives et qui travaillaient sur leurs propres archives la plupart du temps. Donc forcément, la Troisième République va imprimer cela et elle va s'appuyer sur des jeunes agrégés, des inspecteurs, des conseillers au ministère. Ces jeunes agrégés vont déjà découper l'histoire en 4 périodes. Celle que vous connaissez, vous, hein, nous tous, hein, c'est-à-dire l'histoire antique, l'histoire du Moyen-Âge, l'histoire moderne, qui n'est pas plus moderne évidemment, mais qui est du XVIe au XVIIIe siècle, et puis l'histoire contemporaine, qui, vous voyez, part de la Révolution française jusqu'à nos jours, normalement. Donc, c'est eux qui vont diviser déjà ces 4 périodes, qui restent pour nous essentielles. C'est eux qui mettent en place le cursus universitaire, la licence en 1880, le DESS qui devient après la maîtrise et ensuite le master en 1886, une nouvelle agrégation en 1894 et surtout le doctorat, ce qu'on appelle le doctorat d'État, avec une thèse fondée sur des recherches, ce qui doit être une œuvre originale, spécialisée, appuyée sur des sources. Pour vous donner par exemple un exemple, Michelet, quand il a fait sa thèse, la thèse de Michelet, elle fait 26 pages. C'est pire que la thèse de médecine. Et Lucien Febvre, il présente sa thèse en 1911, elle fait 700 pages. Donc vous voyez là, on est passé dans un autre monde. Cette histoire, la Troisième République va aussi la divulguer par d'autres moyens. Par exemple, dans les bibliothèques, vous savez que dans chaque classe, il y avait une armoire fermée à clé pour bien montrer l'importance du livre qui était sacré. Et dans cette armoire, vous trouviez la chaîne d'Arpenteur, hein, le Maître, et puis vous trouviez effectivement des romans et des livres d'histoire. Beaucoup de romans historiques d'ailleurs. Et quand on étudie les bibliothèques scolaires, on voit qu'il y avait énormément de livres d'histoire, de romans d'histoire, et puis c'est aussi dans les livres de prix qu'on distribue à la fin de l'année aux étudiants sages, on leur donne des livres d'histoire, qu'on garde en général toute sa vie. Dans le secondaire, une collection à 2000, ce qu'on appelle les Mallet Isaac, voilà, sous la direction de Lavis. Ce sont des livres de référence, hein, celui-là date de 1923, et ce sont des livres véritablement qu'il faut passer au scanner, parce que je crois que quelque part, quand on parle du roman national, on pense beaucoup à ces livres-là, et je veux essayer de vous montrer un peu hein, ce qu'ils contiennent et comment ils sont nés aussi, hein, pour vous montrer des choses. Donc le premier, vous l'avez ici, c'est Ernest Lavis, c'est lui qui dirige la collection, c'est lui qui a été contacté par Hachette. Il est né à Nouvion en Thiérache, ça vous dit quelque chose, le 17 décembre 1842. C'est le fils d'un modeste boutiquier, c'est un boursier. Il intègre l'école normale supérieure en 1862. Il passe son agrégation d'histoire en 1865.
Il est très proche de Victor Duruy. Vous savez, Victor Duruy, c'était un proche de Napoléon III, hein, et il devient ainsi précepteur du prince impérial en 1868. Et il va rejoindre d'ailleurs le cabinet ministériel de Victor Duruy. Évidemment, hein, vu le lieu de sa naissance, il est profondément marqué par la défaite de 1870. Et c'est ça qui va décider véritablement d'œuvrer pour sa patrie vaincue. Lavis part alors, peu de gens le savent, étudier le fonctionnement du système universitaire allemand. Donc vous voyez qu'à partir de 1870, après 1870, et pendant 3 ans, il étudie en Allemagne l'histoire de l'Allemagne, il est d'ailleurs un spécialiste de l'histoire de l'Allemagne, les origines de la Prusse, c'est sa spécialité. De retour d'Allemagne, en 1875, il rallie le régime républicain. Je rappelle qu'il était napoléonien. Et il devient professeur à la Sorbonne. En 1904, il est directeur de l'école normale supérieure. Franchement, il est plus patriotique que républicain. Il restera au fond de lui toujours un grand admirateur du bonapartisme et de Napoléon III. C'est un conservateur. Mais ça n'a pas d'importance finalement, hein, il se rallie à la République. D'ailleurs, au contraire, ça fait partie, comme Victor Hugo, de ces hommes qu'on aime plus profondément que les autres, parce que justement, hein, ils se sont ralliés à la République. À partir de 1900, il dirige donc beaucoup de collections hein, chez Hachette, l'histoire de France illustrée, l'histoire contemporaine de la France, et c'est lui qui va faire naître une culture historique. Et c'est pour faire une histoire générale